période de redéfinition, étant donné qu'il n'a pas réussi à susciter beaucoup de désirs aux dernières élections. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on travaille à ce niveau-là, que nous continuions à faire la preuve que ce qui est très vrai en 1995 a pris des colorations additionnelles, nouvelles, mais demeure encore profondément vrai. Le Québec a toutes les caractéristiques d'un pays. Il faut simplement qu'un jour les gens lui disent oui. Merci. Donc, je vais prendre vos questions. Donc, essayez de formuler clairement vos pensées, puis de ne pas trop vous éloigner non plus du sujet, soit du référendum ou de la question indépendantiste, comme ça a été présenté dans le Calaisie. Il y avait un discipliné au micro. Ah, désolé. Non. Ça discipline les gens. Ça c'est enregistré. Ah, Vous êtes de dos à la caméra, le monsieur professeur, Labbé. ça l'a appris à parler suffisamment fort pour faire entendre une classe. Je ne comprends pas pour ma classe. Il y a une question qui me hante, qui hante encore mes nuits après 20 ans. Merci. Vous avez effleuré, je sais que c'est peut-être juste partiel, mais vous avez effleuré la question de quelle évaluation peut-on faire de la façon dont a été mené le référendum. Vous avez parlé, vous avez utilisé le mot irrégularité. Vous avez dit que, bon, on a parlé du scandale des commandites qui accompagnait tout ce mouvement-là. Vous avez mentionné que, on est un modèle quasiment mondial, on s'est fait voler un pays et on est retourné chez nous tranquillement, on n'a pas fait. Alors moi, je suis obligé de dire que dans mon cas, ce n'est pas le cas. Moi, je suis ulcéré depuis 20 ans et j'ai l'impression que je vais mourir ulcéré parce que j'ai le sentiment qu'on m'a volé un pays et que ça me scandalise de voir qu'il y a des universités qui érigent des statues en l'honneur de gens chrétiens ou de personnes comme ça. Alors, je ne comprends pas. Et je vais répondre à ça, Roger. Je vais essayer d'aller un peu rapidement pour qu'il y ait plusieurs échanges. Je pense qu'on peut tout à fait continuer d'être ulcéré personnellement. Puis on dira toujours qu'on s'est fait voler un peu. Je le conçois. Cela dit, c'est la réalité. Et c'est quelque chose qui ne se rattrape pas. Donc on ne peut pas le lendemain dire, ou un an après, on a les preuves que vous n'avez volé un pays, c'est fait, on ne revient pas en arrière. Je dis simplement que collectivement, je pense qu'on a ressenti beaucoup de colère individuellement, mais collectivement, nous avons été un exemple de démocratie. Et je dis ça plus pour contrer les gens qui essaient d'associer aux souverainistes, qui essaient d'associer un sentiment de violence. Moi, je leur dis à chaque fois, écoutez, trouvez-moi un endroit dans le monde où on perd par si peu, et en plus on sait qu'on se les fait voler. Trouvez-moi un endroit où on est aussi discipliné. Donc, je constate notre respect collectif de ce verdict, même si on nous l'a volé, ce qui n'empêche pas de ressentir personnellement de la colère et de mourir avec éventuellement. J'espère que ce n'est pas toutes vos nuits quand même qui sont obsédées, mais en tout cas, donc c'est ce que je répondais, parce que moi je demeure aussi fâché. Donc, merci pour votre conférence, c'était fort intéressant. C'est bon. Vous avez parlé des leçons du référendum de 1995. Oui, il y a une des leçons que je pense retenir. Bon, évidemment, c'est toujours facile à dire après, mais quand même, je pense qu'on est là aussi pour retenir certaines leçons. Moi, une des questions que je me pose toujours, c'est pourquoi il n'y a pas eu, on peut appeler un plan B?
On sait qu'il y a eu un plan B du côté du fédéral, mais il n'y en a pas eu du côté des souverainistes. Parce que si vous regardez dans n'importe quel manuel de stratégie militaire ou politique d'ailleurs, avoir un plan B, ça fait partie des principes de base. Autant qu'avoir un objectif réaliste dans l'espace et dans le temps, le moral des troupes, la coordination, tous les principes de stratégie, avoir un plan B. Manifestement, en 1995, il n'y en avait pas. Le discours de M. Parizeau était vraiment dicté davantage par l'émotion, par la stratégie. M. Bouchard allait dans l'autre sens. Bon, alors qu'on peut, puis encore là, évidemment, c'est facile à dire après, mais on peut imaginer M. Parizeau qui dit, bon, on a perdu par très très peu, maintenant on vous donne un an pour arriver avec une proposition de renouvellement du fédéral, sinon on fait un autre référendum. Bon, ça n'aurait peut-être pas passé, puis c'est facile à dire après, mais ça aurait été certainement mieux que ce qui a été finalement l'espèce d'absence de stratégie et de réaction suite à la défaite. En 80, encore là, un peu semblable, parce que, bon, il y a eu beau risque et tout, mais on sent que c'était peut-être plus dans l'improvisation. En même temps, c'était caractéristique de M. Lévesque, ça faisait peut-être sa force en quelque part également. Mais on peut penser que si ça avait été vraiment stratégiquement pensé de manière plus précise d'avance, on aurait agi différemment. Bon, on aurait peut-être demandé à nos amis criticistes de ne pas faire tomber le gouvernement Clark pour avoir une meilleure chance de faire un beau risque après. Bon, tout ça, c'est un peu les détails, mais ce que je retiens fondamentalement, c'est qu'après les défaites, on n'avait pas de plan B, que les deux fois, on s'est fait planter avec le rapatriement de la Constitution en 81 et avec la loi sur la clarté, le renvoi à la Constitution de la loi sur la clarté après 95. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'à l'époque, vous étiez évidemment assez proche des hautes instances, au Conseil des ministres et tout, est-ce qu'à votre connaissance, il y avait peut-être un début de réflexion? Moi, j'ai entendu dire que ça avait été évoqué, mais qu'on ne voulait pas le faire parce que c'est comme si c'était défaitiste ou que ça allait porter malheur de penser à ce qu'on faisait en cas de défaite, ce qui est un peu bizarre parce qu'il faut quand même être rationnel en politique. Et donc, est-ce qu'à votre connaissance, il y avait eu quand même un petit début de réflexion, même si ça ne semble pas avoir été le cas parce que le soir de la défaite, il n'y avait pas de stratégie? Donc, est-ce qu'il y en a quand même eu une en 95, en 80 ou en 80? Je ne savais plus 95. Et pour la prochaine fois, ne pensez-vous pas qu'il faudrait déjà penser à un plan B? Puis là, évidemment, il faut penser si on est à 49 ça ne pas une chose que le plan B qui est à 45 ou à 40. Mais bref, il n'y a pas une importante réflexion stratégique à faire sur cette question. Okay. Je comprends bien la question. Pour ce qui est de 80, honnêtement, je n'ai pas d'idée parce que j'étais vraiment militante sur le terrain et je ne participe pas à ces discussions-là. Pour ce qui est de 95, en fait, je ne sais pas si c'est un plan B vraiment très articulé. Mais ce que je sais, c'est que ce qui a tout changé, ce qui a changé la donne complètement, c'est le fait que M. Parizeau démissionne. Très rapidement. Parce que quand il a démissionné, on était dans une ambiance de dire on va remettre ça assez vite. Et quand M. Bouchard est arrivé, moi je me souviens très bien qu'on espérait, dans le fond, qu'ils prennent le fédéral au mot et qu'ils disent écoutez, on a perdu par peu. En plus, on s'en doutait à ce moment-là, mais on aurait eu la confirmation dans l'année qui suit qu'il y avait eu des irrégularités. Et je me souviens très bien que l'ambiance était plutôt de dire on a perdu par peu et on va remettre ça si on n'a pas ceci, cela. Donc, de continuer un rapport de force avec les fédéraux. Mais ce qui a changé, c'est dur, on ne peut pas réécrire l'histoire, comment aurait-elle été sinon, mais que M. Parizeau, qui était le porteur de ce dossier-là, démissionne, et M. Bouchard, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui avait énormément de qualité, d'ailleurs qui a contribué grandement, il ne faut quand même jamais oublier, à ce qu'on arrive à presque 50% au référendum de 95, parce qu'il était d'un charisme incroyable. Lucien Bouchard au référendum de 95, hein, c'était un poème de voir ses allocutions. C'était à la fois très senti, mais il y avait aussi beaucoup d'humour, c'était très convaincant. En partie, il passait, il convainquait. Mais une fois arrivé au pouvoir, lui, il s'est retenu d'aller plus loin. Et on a perdu. Il y a l'idée d'avoir un plan dans ces cartons, mais il y a aussi l'idée, au-delà de ça, moi je dirais, de sentir un momentum, puis d'y aller. Je crois qu'on aurait pu en 95, après 96, plutôt on aurait pu 96, 97, les gens étaient encore frustrés. Puis vous savez, quand on dit qu'on a perdu, ça aussi c'est une de mes réflexions politiques que je me fais de temps en temps, il y a des gens qui vont voter non, mettons. Mais comme mon chef d'entreprise dont je vous ai parlé en début, si ça arrive, hein, ils ne seront pas mécontents. Il y a des gens qui ne voudront pas être ceux qui ont dit oui au pays, mais si ça arrive, ils vont se ranger derrière nous. Donc on aurait pu profiter de ce momentum, on ne l'a pas fait. Et
moi je croirais, je ne suis pas dans les stratégies pour la suite, mais je croirais qu'une des leçons qu'on pourrait tirer, c'est selon le résultat, on prépare la suite des événements. C'est pas vrai qu'on peut juste dire on a presque gagné, puis vous n'avez pas de compte à nous rendre, il n'y a rien à faire. Avec Pierre-Éliott Trudeau, on s'était fait avoir aussi de très belle manière en 80. Quand on a vu ce qui s'est passé en Écosse, on s'est dit, on trouvait les mêmes mots, hein, le gouvernement fédéral qui dit ne vous inquiétez pas, vous allez avoir plus de pouvoir, plus de amis. On connaît la chanson. Bonjour Madame. Bonjour. Jusqu'il y a 5 minutes, j'étais vraiment enthousiaste. Là, de ressasser l'histoire du passé, ça me fait descendre un peu. Je pense qu'on a eu 20 ans pour en discuter. Et là, aujourd'hui, où on en est maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour nous rapprocher du pays? Vous avez abordé plein de points très percutants, très essentiels, qui vont me permettre de raffermir mon discours. Il y a une question que vous soulevez, où est le désir d'être, à laquelle on doit répondre effectivement en tant que peuple, en tant que nouvelle entité sur le monde. Comment on fait pour réveiller de façon concrète le sentiment de fierté qui se dégagerait de se donner un nouveau défi, un défi incroyablement positif. Je vais vous poser une autre petite question. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans la même mouvance un peu de l'avant 95. Il y a une course à la direction du Parti québécois. Il y a le Bloc qui s'en vient, il y a une élection. Et moi, je me demande pourquoi des gens qui ont la possibilité d'avoir encore des micros, moi, je ne l'ai pas, il n'y a pas un journaliste qui m'appelle pour me demander pourquoi les gens qui ont encore la possibilité d'avoir des entretiens avec les médias ne prennent pas ces micros-là pour leur dire « Hey, écoutez, là, le Bloc, c'est encore le vaisseau amiral de tous les souverainistes au Québec. » Et quand j'entends des discours comme... Puis moi, je ne suis pas péquiste, je suis d'abord et avant tout indépendantiste. Pourquoi il n'y a pas des gens comme vous qui prennent le micro et qui disent « c'est de la... » Je vais utiliser le mot, c'est de la traîtrise qu'un souverainiste vote pour un parti fédéraliste aujourd'hui au Québec. Je vais me centrer quand même sur un peu le sujet du jour, parce que sinon on risque d'aller très très loin, mais je dirais que pour que la question de la souveraineté demeure vivante, puis je nous fais des critiques à nous étant le gouvernement précédent, il faut que ça fasse partie de la vie courante. Il ne faut pas que ce soit, vous savez, un petit chapitre qu'on ajoute à la fin, parce qu'après tout, il faut se souvenir que l'article 1 du programme de notre parti, c'est la souveraineté. Il ne faut pas que ce soit ça. Si on est convaincu et qu'on veut réveiller ce désir, puis j'aime ce mot-là parce qu'il y a de l'émotion dans le désir. Je trouve que c'est pas uniquement, c'est sûr qu'il faut que ce soit un désir raisonné quelque part, mais bon, il y a de l'émotion. Il faut que toute notre façon de gouverner le Québec, de le voir, toute la façon de développer le Québec soit toujours marquée par le fait que nous voulons le gouverner comme un pays et que dans tous les champs d'action, le fait de ne pas être un pays ne permet pas de nous déployer à notre pleine mesure. Et on peut le faire en parlant des ressources naturelles, on peut le faire en parlant de transport. Bon, regardez la saga sur le pont Champlain, je sais que c'est un élément, mais est-ce que vous avez l'impression qu'autour de tout ça, on a fait un lien avec notre identité, notre culture? Pas suffisamment. Autrement dit, je ne peux pas demander, moi, à mon voisin qui est préoccupé par l'avenir de ses enfants et qui a du mal à arriver financièrement et qui doit faire réparer sa voiture parce que les routes ne sont pas bonnes, je ne peux pas lui demander de réveiller son désir souverainiste comme ça un beau matin. Il y en a un certain nombre, comme Roger, qui dort la nuit et qui se réveille comme ça. Mais il reste que beaucoup de gens vont se réveiller la nuit parce qu'ils ont un nourrisson à nourrir. Et donc, c'est à nous
d'être beaucoup plus proche du quotidien. Le danger d'un gouvernement, et je le sais parce que j'ai été dans un gouvernement récemment, c'est de dire on va en parler comme ils vont bien montrer qu'on est encore convaincu, mais nos actions ne sont pas teintées par ça. Donc c'est comme un luxe. C'est comme, oh ben dans le fond, ce serait un petit luxe à ce pays. Pour moi, ça n'est pas un luxe à ce pays. Moi, si je veux que notre langue, notre culture, notre identité demeure en Amérique, je pense que je fais mieux devant un pays. Si je veux contribuer aux grands enjeux de la planète, je pense que je fais mieux devant un pays. Mais il faut que je le dise tous les jours. Je vais prendre la prochaine question, mais j'invite aussi les jeunes qui sont dans la salle, les plus jeunes, je veux dire. Oui, parce que ça m'intéresse éventuellement d'avoir un point de vue de gens qui n'étaient pas là il y a 20 ans et qui ont peut-être des questions d'un autre ordre ou qui ont peut-être envie d'aborder des sujets autrement que ce que j'ai pu faire le plus jeune. Donc n'hésitez pas, tout le monde, le micro est pour tout le monde, donc allez-y. Mon nom est Bertrand, mon enfant, je suis un simple militant du Bloc québécois. Je vous remercie pour votre conférence. Moi, la question que je me pose, c'est quelles leçons on peut tirer de la préparation du référendum. Quand vous avez évoqué un peu le travail de M. Parizeau, et je pense que quand il est arrivé, les chiffres sont peut-être à corriger, mais enfin, je pense que quand il est arrivé à la tête du Parti québécois en 88, c'est en 88 qu'il est devenu président? Je n'ai pas une mémoire parfaite des dates. Okay. Alors, à ce moment-là, le Parti québécois avait 30 000 membres. M. Parizeau s'est attelé à reconstruire le parti parce que ça avait été un peu délaissé à cause de l'histoire du beau risque et des gens qui disaient, bon, de la souveraineté, on serait peut-être mieux de pas en parler. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a pris son bâton de pèlerin, il est allé dans tous les comtés, il a reconstruit le Parti québécois. Et si le Parti québécois a pris le pouvoir, prend le pouvoir en 1994 et ensuite proposé un référendum, c'est qu'il avait reconstruit le parti et monté le membership à 300 000 membres. Et donc, parce que traduisez-le en question pour moi, pour être sûr de donner la place aux autres. Non, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ce travail-là, il a eu une armée de bénévoles que vous avez évoqué à mettre sur les panneaux aux portes et tout ça, et aller chercher, gagner l'opinion publique. Mais finalement, ce que je me demande, comment il se fait que ce mouvement-là qui avait été créé, c'est sûr que M. Parizeau était plus là, mais il y en avait d'autres qui étaient au Parti québécois, et je pense que c'est eux qui ont failli à la tâche de remobiliser les gens après le référendum. Il n'y avait pas de raison pour que le mouvement retombe. Mais je ne veux pas faire, je comprends M. Bonenfant, mais ne faisons pas l'autopsie de nos échecs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je crois, ce que je souhaite, c'est qu'on trouve, particulièrement avec les plus jeunes, qui ont des regards différents du nôtre, qui ne sont pas pris avec notre passé, nos erreurs, nos échecs, qui ont aussi des formidables moyens de communication que nous n'avions pas. Vous parlez d'un membership classique que moi j'ai connu, c'est excellent d'avoir des membres. Mais je vais vous dire, quand vous arrivez à avoir un bon petit truc viral sur un réseau social là, qui se promène partout, qui convainc les gens, c'est extraordinaire. Nous, on n'avait pas ça du tout. Et donc, il y a quelque chose à inventer de nouveau, mais ce qui est vrai, c'est que rien ne peut faire l'économie d'une mobilisation. Il faut une mobilisation du plus grand nombre, avec les moyens les plus modernes. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, qui n'est pas illusoire. Je crois qu'il y a deux personnes en arrière. Moi, ma question, c'est peut-être plus par curiosité que par inquiétude, mais c'était quoi le plan avec les provinces maritimes au niveau du territoire? Si le lendemain d'un oui, dans le cas d'une victoire du oui, c'était quoi le plan pensé dans le fond, le Canada avait été séparé en deux. Est-ce que ça aurait complètement détruit le Canada? C'est pour ça que le fédéral avait peur d'une victoire du oui. Qu'est-ce qui serait arrivé au niveau du territoire? OK. Je vais répondre d'abord très techniquement. En fait, c'est très clair dans notre projet, et ça demeure, qu'il y a une libre circulation dans cet espace, là, rappelons-le, d'une mer à l'autre,
à marée, à marée, d'une mer à l'autre, une libre circulation, autrement dit, il n'y a pas de frontières. Autrement dit, pour des gens qui veulent circuler, soit pour leur plaisir, soit pour faire des affaires, et au plan économique c'est très important, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières comme on a enlevé les frontières dans l'Union européenne, justement pour faciliter les échanges dans tous les domaines. C'est un fait que le Québec étant un pays, le Canada, à ce moment-là, a une partie à l'est et une partie à l'ouest. Mais si on le regarde d'une façon très, je dirais, pragmatique, pour les gens, ça ne change rien. À partir du moment où il n'y a pas de frontières, pour les gens, ça ne change rien. Et les lois du commerce étant telles que si à l'ouest, ils ont besoin de notre lait et que nous, on a besoin de leur bœuf, la loi des affaires va faire que ça va continuer à circuler. Maintenant, il y avait un autre élément dans votre question. Oui, est-ce que le fédéral avait peur du pouvoir du oui parce qu'il avait peur que ça détruirait le Canada, peut-être parce que d'autres provinces auraient eu envie de se séparer ici après? Alors, je ne connais pas toutes les craintes du Canada, mais j'en connais une qui est un paradoxe. Le Canada avait peur, et c'est pour ça qu'ils sont venus manifester par centaines de milliers avec des drapeaux canadiens, avait peur de perdre le Québec parce que ça aide beaucoup à son identité et à son image d'un pays soi-disant, c'est pas vrai qu'il est bilingue et biculturel, ce n'est pas vrai, mais c'est une belle image de marque. Et on est venu nous dire on vous aime, on veut vous garder, mais en même temps, puis je n'ai pas d'agressivité moi contre le Canada anglais, et je sais quand même qu'ils sont venus nous dire ça pour la plupart en anglais, puis quand je vais chez eux, c'est moi qui parle anglais, parce qu'ils ne parlent pas ma langue. Donc on fait partie, c'est là que je dis un paradoxe, on fait partie de l'image du Canada, une image unifiée, biculturelle, ça paraît très bien, et dans les faits, c'est vrai, on aurait brisé quelque chose comme ça. En plus que il y a toujours des règles un peu moins nobles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'avez plus le Québec n'est plus une province, ben, il y a beaucoup de gens qui perdent du pouvoir, qui perdent, ils n'ont plus de raison d'exister. Et il y a effectivement des gens aussi qui ont craint au plan économique que ça nuise aux affaires. Mais je vous répondrai ça à ce moment-ci. Bonjour Madame Malavoie. Ma question, je sais qu'elle n'a pas réellement de réponse, mais j'aimerais avoir votre opinion en tant que parce que tout le monde va avoir sa propre réponse. Moi, quand je fais du porte-à-porte, des fois simplement pour parler de l'indépendance, même pas pour un parti, de manière non partisane, je reçois des gens qui me disent je voterais oui pour un référendum, mais je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas prêt à faire quoi que ce soit pour que ce référendum se produise. Les gens ont peur, en fait, d'une troisième défaite. Et ça les immobilise complètement, ils sont pétrifiés par la peur. Et moi, ce que j'aimerais savoir, selon vous, parce que vous dites qu'il faut mobiliser les gens, qu'est-ce qui pourrait leur redonner, disons, espoir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mobiliser le plus de gens, et particulièrement ces gens qui ont connu la défaite et qui ont peur de la reconnaître une dernière fois? Vous mettez le doigt d'abord sur quelque chose qui est important, qui est fondamental, c'est les éléments psychologiques liés au référendum au pluriel et à la peur de la défaite. Moi, je disais par la positive, il faut faire naître ou renaître le désir, mais à l'autre extrême, il faut combattre les peurs qui sont réelles, qui ne sont pas les mêmes selon les générations, mais elles sont bien réelles parce qu'on se dit, oui, si encore une fois, on ne peut pas éternellement perdre, à un moment donné, on enregistre juste qu'on est des perdants. Mais pour combattre des peurs comme celle-là, il faut, dans le fond, se ramener à ce qu'on fait dans la vie. Une vie, là, c'est une succession de réussites puis d'échecs. Et si on ne fait plus rien parce qu'on a peur de perdre, ben on vit plus. Moi, je ramène ça des fois à des choses plus personnelles. La peur du changement. Mais nos vies sont une succession de changements très importants. Très, très importants. Et on les traverse, ces changements. Des fois, on a des reculs, mais je pense que pour un peuple, c'est la même chose.
Alors, c'est sûr que quand vous faites du porte-à-porte, vous allez tomber sur des gens qui sont trop du côté de la peur. Ce que vous pouvez leur demander de mieux, c'est de continuer d'y croire assez pour se déplacer s'il y a un référendum, puis pour continuer à pencher pour le oui. Il y en a qui ne se mobiliseront pas tout de suite, mais il y en a d'autres qui peuvent se mobiliser. Je vais terminer avec ça, il y a une phrase d'un sociologue français que j'aime beaucoup, Alain Touraine, qui est un sociologue français et qui a continué d'écrire encore récemment, et qui dit une chose qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. Il dit « il faut transformer les victimes en acteurs ». Cette phrase-là, pour moi, elle est percutante. Dans la vie, on a toutes sortes de raisons d'être des victimes, individuellement ou collectivement. Donc je l'applique dans ce cas-là collectivement. Il faut transformer les victimes en acteurs. Je me sens victime de quelque chose, brimé par quelque chose. Alors que je me convertisse en quelqu'un qui aura prise sur la réalité, qui va agir. Et si on arrive à faire ça, on va gagner. Merci. Tout d'abord, ma question, vous en avez parlé un peu, puis j'ai trouvé ça très pertinent. La place d'un Québec en tant que pays dans le monde. Quels seraient vraiment les impacts qu'on pourrait avoir sur plein de questions? Je pense que ça, c'est quelque chose qui touche vraiment les jeunes et qui pourrait mobiliser les jeunes parce que quand vous en avez parlé, en tout cas, moi, je me suis personnellement sentie très interpellée par ça. Puis je pense que justement, les jeunes aujourd'hui se voient beaucoup comme des citoyens du monde. Donc, en tant qu'État, qu'est-ce qu'on apporterait au monde? Voyez, prenons l'exemple de l'environnement. Je ne sais pas si vous suivez ça de temps en temps, mais quand il y a des grandes réunions, des grands sommets, depuis Rio, là, il y a régulièrement des sommets auxquels sont convoqués les États pour discuter de règles environnementales. Si vous regardez un peu ce qui se passe, puis là on pourrait faire un peu de ménage à mon niveau, on voit toujours, quand ça se passe, que la délégation du Québec, on dit, avec un sourire en coin, faites du corridor. Okay? Donc le ministre de l'Environnement du Québec, il y va, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Amérique latine, la délégation du Québec, elle y va, mais elle fait du corridor parce qu'elle n'a pas sa place, elle n'a pas son siège. Moi, un jour, j'ai eu, c'était pas en environnement, c'était en matière de conditions féminines. J'ai fait partie d'une délégation à Beijing, ça fait longtemps, c'était en 95, justement, je crois, qui travaillait à l'amélioration de la condition des femmes dans le monde, et conférence mondiale des Nations Unies. Et j'étais dans la délégation canadienne. Quand je voulais être à l'endroit où se prenaient les décisions, je devais demander un petit carton rouge, et assise, je vous donne ça comme image. J'étais assise, moi, c'est par ordre alphabétique. Dans la délégation du Canada, on avait 4 sièges. Puis à les Nations Unies, c'est bleu, c'est des gros sièges bleus. Je regarde à ma gauche, je regarde à ma droite. À ma gauche, par ordre alphabétique, c'était le Cameroun. Puis à ma droite, c'était le Cape Verde. Le Cape Verde, c'est une petite île au large de l'Afrique qui a 300 000 habitants peut-être. Ils avaient 4 fauteuils bleus comme tout le monde. Évidemment, ils ne les remplissaient pas, ils n'ont pas les moyens de venir à des endroits comme ça pendant 2 semaines. Et à côté, il y avait le Cameroun. Et moi, j'étais dans une délégation canadienne, on était 18, je pense, et je devais demander un petit carton pour avoir ma place, pour pouvoir influencer. Nous sommes dans les corridors. Et quand, en matière de conditions féminines, encore, les approches du Canada n'étaient pas incompatibles avec celles du Québec. En matière d'environnement, oui. Et moi, j'aimerais, dans des occasions comme ça, oui, quand je dis faire un lien avec la réalité, quand il y a une conférence sur des questions environnementales, c'est pas vrai que le ministre du Québec peut prendre la parole formellement. Ça n'est pas vrai. C'est le Canada qui décide. Puis regardez ce que fait Stephen Harper en matière environnementale, on ne se reconnaît pas du tout. Si on était un pays, ayez cette image des Nations Unies où les pays sont tous par ordre alphabétique, on serait un petit peu plus loin dans la salle peut-être si on est la lettre Q, mais peu importe. On serait là et on lèverait notre carton et on dirait moi je vote pour ça et je m'engage à ça. Pour le moment, on ne peut pas le faire. Et des citoyens du monde, ça ne remplace pas les règles du jeu entre les pays. Pour la dernière question. Oui. On va passer ça puis rapide. On a toujours le dilemme. Est-ce qu'il faut gouverner
avant de proposer réellement la souveraineté, ou il faut faire la souveraineté et essayer de gouverner. Parce qu'on l'a vu, même en 1994, le slogan du Parti québécois, de mémoire, c'était « Nous allons faire le ménage, et non pas nous allons faire la souveraineté ». Parizeau a été élu sur... C'était l'autre façon de gouverner, je crois, en 1994. C'est ça qui est... L'autre, mais c'est pareil, on peut dire faire le ménage en scène. Puis c'était davantage sur les scandales de corruption de Bourassa que sur la souveraineté que la campagne a été faite. Et nous l'avons vu récemment avec Mme Marois et le gouvernement de Mme Marois, où c'est davantage la gouvernance souverainiste, donc gouverner, et non pas nécessairement faire la souveraineté. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il faut faire une proposition de souveraineté lors des élections ou faire une proposition de gouvernance avec peut-être l'enjeu de la souveraineté? Sûrement pas gouvernance avec peut-être l'enjeu de la souveraineté, parce que là, vraiment, il ne restait plus grand-chose. Là, ça va être un grand débat là, dans le cadre de la course à la chefferie. Moi, je suis sortie de la défaite du printemps dernier avec l'idée qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus clair sur notre engagement par rapport à la souveraineté. Je suis persuadée de ça. Autrement dit, moi, je ne serai pas de ceux qui vont dire prenons le pouvoir, gouvernons le mieux possible, puis on verra dans un deuxième mandat si on peut poser la question. Je suis plus... C'est pas une question d'être pressé, c'est même pas une question de temps, pour moi c'est une question de cohérence. Je pense que les gens ne savent plus où on est. Alors, une des considérations importantes à avoir, c'est que ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, mais actuellement, il y a beaucoup plus de souverainistes que de péquistes. On ne va pas chercher les gens qui sont souverainistes. Bon, on peut comprendre qu'il y a des programmes électoraux qui peuvent convenir mieux à certaines personnes, mais si vous avez, je ne sais pas, moi parfois, pas moins de 40% de gens le lendemain matin qui vous diraient on y va, l'appui au Parti québécois, pas du tout ça. Parce qu'on ne sait plus où on en est, on ne sait plus qui on est. Dans le fond, et en même temps, je suis très consciente que quand on prend le pouvoir, il y a des attentes demain matin auxquelles vous devez répondre. Vous ne pouvez pas être simplement des prédicateurs de la souveraineté. Les gens ont des attentes, mais la souveraineté doit être un ingrédient quotidien de nos stratégies, de nos discours, de nos décisions. Moi, je serais dans les purs, entre guillemets, par rapport à ça, que de dire attendons un deuxième mandat si ça allait. Oui. Je veux surfer un petit peu sur le sujet que vous êtes en train d'aborder. On le sait, le dernier gouvernement du PQ était minoritaire. Par contre, on sait aussi qu'un gouvernement peut prendre énormément d'actions par décret, ce qui ne nécessite pas de vote à l'Assemblée nationale. Pourquoi le Parti québécois n'a pas été plus actif pendant son année et demie sur le domaine de l'indépendance en utilisant des décrets? Je ne peux pas répondre de façon très claire parce que je n'étais pas dans les stratégies, je dirais, du groupe sur la souveraineté, là, dans les détails. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui étaient comme prévues dans un vrai mandat. Vous comprenez? Là, on est resté finalement 1 an et demi et il y a eu des stratégies de gouvernance souverainiste. Le problème du décret, c'est que vous devez très très bien le cibler. Par exemple, si nous on décide de mettre de l'argent public pour faire des études, vous savez à quel point on se fait tomber dessus, alors que nos adversaires peuvent le faire allègrement. Donc, à moins que vous pensiez à un décret sur une chose précise, peut-être que si vous me disiez quel genre de décret, je comprendrais mieux la question. Non, c'était des décrets en général, en posant des actions directement, soit des gestes de rupture pour l'indépendance ou autre chose du genre. Je n'avais pas de projet précis en particulier. OK, mais dans une stratégie plus de décrets par rapport à, vous dites, des gestes de rupture, vous voyez, il y en a un qu'on a évoqué plusieurs fois, Jean-Martin Hossan, d'ailleurs, c'était son dada quand il était au Parti québécois, c'était un seul rapport d'impôt. Mais quand bien même nous on ferait un seul rapport d'impôt, si le fédéral ne nous verse pas ce qu'il doit nous donner en péréquation, on ne peut pas avancer. Donc il faut bien cibler si on dit on fait un décret. Moi je crois malgré tout que la meilleure stratégie, c'est d'être très clair dans notre volonté et aussi de nous rapprocher le plus possible des gens pour recréer un désir et une mobilisation. Je ne suis pas sûre que le décret mobilise. Peut-être qu'il peut être nécessaire dans certains cas, mais il y a un déficit actuellement de mobilisation où encore les gens se mobilisent, mais un peu partout de façon éparpillée.
Il y a tout le temps des regroupements de gens souverainistes, mais à un moment donné, si ça ne passe pas par un parti politique, on n'y arrivera pas. On est émietté, on est divisé, on est émietté. C'est un des dangers d'ailleurs de la démocratie. C'est comment je dirais, les gens sont tout à fait libres de s'exprimer, mais à un moment donné, le résultat fait que les libéraux, si on ne fait pas attention, ils peuvent être installés là pour longtemps. Parce qu'eux, ils ont une base qui ne s'émiettera jamais. Et nous, on a une base de vote qui peut facilement s'émietter. Donc, merci beaucoup, Madame Malavoie. J'imagine que si vous avez d'autres questions, peut-être qu'elle pourra répondre en privé après, si elle est disponible. Donc, je voudrais juste qu'on l'applaudisse une dernière fois. Elle a été très généreuse. Merci encore de vous être déplacés, puis on se revoit pour ceux qui peuvent demain midi, même heure, même poste, avec Robert Laplante et moi. Merci à vous.